NFC East, quelqu'un doit gagner. Oui, il faut un vainqueur pour la division NFC Est, NFC East, NFC List, comme on aime à l'appeler. Sans doute la pire division de l'histoire. On a atteint cette année un niveau d'incompétence assez inouï. On est sur du quasi jamais vu. Cette division va peut-être se remporter à 6 victoires pour 10 défaites. C'est plus que possible. Mais il faut un vainqueur. Et ce vainqueur aura le droit de jouer à domicile en play-off. C'est la beauté de la NFL. Il faut l'accepter. La division est tellement mauvaise que certains en viennent à remettre en cause le système même de qualification en play-off en NFL. C'est vous dire. Pour faire un petit point à mi-saison. NFC East. Leader. Philadelphia Eagles. 3 victoires, 4 défaites, 1 nul. Deuxième. Washington Football Team. 2 victoires, 6 défaites. Troisième. Dallas Cowboys. 2 victoires, 7 défaites. Quatrième, New York Giants, 2 victoires, 7 défaites. Oui, les Giants, les Cowboys et la football team de Washington jouent encore la gagne de la division avec 2 victoires en 9 matchs. On en est là. C'est inouï. Il y a tellement de choses à dire sur ces 4 équipes. Sur cette division depuis maintenant une décennie, sur les quarterbacks de cette division et les possibles scénarios quant à la suite de cette saison 2020. Par où commencer ? C'est compliqué. J'ai envie de commencer par les bons points, mais où sont-ils, quoi ? Dans chaque équipe, où sont-ils ? Évidemment, les 4 équipes ont un différentiel de points négatifs. Pour Dallas, on atteint quand même moins 86. Alors, les Eagles sont sur une série de victoires. Bravo à eux. Victoire obtenue évidemment contre les Giants et les Cowboys. Parce qu'on le sait bien, depuis des années maintenant, excepté le run pour le Super Bowl, et encore, les Eagles, 40% de leur victoire, c'est contre leur division. Ça gagne pas à côté. C'est un des reproches que je fais à Carson Wentz. Et je vais attaquer les pieds dans le plat. Pour moi, Carson Wentz, oui, est le quarterback le plus surcoté de cette ligue. Je le dis. Je suis désolé. Les médias l'adorent. Alors cette année, putain, enfin, il commence un peu à réaliser, à se dire merde, il est peut-être pas si bon. Mais il y en a encore qui le défendent et qui le mettent dans le top 5. J'ai encore vu cette semaine Dan Orlovsky. Bon, après, il faut se souvenir de ce qu'était Dan Orlovsky en tant que quarterback pour les Lions. Vous irez voir sur YouTube le highlight de Dan Orlovsky chez les Lions. C'est quand il sort de sa propre end zone. C'est pas glorieux. Mais bon, c'est un bon analyste. Il met quand même Carson Wentz devant Aaron Rodgers. Mais allô ? Carson Wentz, qui évidemment a un record négatif, largement négatif contre les équipes qui sont à plus de 500. Donc quand il affronte une équipe qui a un record positif, donc plus de victoires que de défaites, il perd la plupart du temps. Je crois qu'il est à 7 victoires pour 20 défaites. C'est affolant. Carson Wentz, qui a, lorsqu'il a l'opportunité d'avoir un game-winning drive, est à 4 winning drive contre 14 tentatives ratées. Terrible. Carson Wentz, qui est leader de la NFL sur les interceptions et les turnovers. Carson Wentz, qui a déjà 48 fumbles dans sa carrière.
Carson Wentz, alors oui, Carson Wentz jouait à un niveau MVP, souvenez-vous, avant qu'il se blesse. Oh là là, ça c'est le grand truc. Carson Wentz jouait à un niveau MVP, souvenez-vous, en 2017. Mais les gars, déjà, il jouait à un bon niveau. Allez, très bon niveau. Il lui restait encore 4 matchs à jouer, puisqu'il se blesse avant la 12e journée. Qui nous dit qu'il aurait terminé en trombe? Et juste pour info, Carson Wentz se blesse. On fait rentrer son backup, Nick Foles. On voit ce que donne Nick Foles en tant que starter, que ce soit chez les Jaguars ou chez les Bears cette année. Et c'est dommage parce qu'on aime tous la story de Nick Foles. Mais on fait rentrer Nick Foles et cette équipe va au Super Bowl et le gagne. Et ça, on le prend jamais en compte. Carson Wentz joue à un niveau MVP, mais toute l'équipe joue à un niveau MVP. C'est une équipe all-time, les Eagles 2017. C'est un roster de malades. C'est une défense de malades avant tout. Tout est en place, tout marche bien. La ligne offensive est incroyable. Running back, receveur, défense, tout est là. Carson Wentz, il a juste à pas faire d'erreur. Et il le fait pas, ok, bien. Putain, mais même si on accorde cette saison, et encore, c'est même pas une vraie saison parce qu'il fait pas tous les matchs. La vache, derrière, Carson, c'est average. Carson Wentz est un quarterback average de la NFL. Je ne sais pas pourquoi ça fait aussi mal à certains médias de le reconnaître. Franchement, je ne sais pas. Il y a une espèce de truc autour de Carson Wentz. Personne ne veut avouer. Alors peut-être que comme tout le monde a dit dès sa 2e saison que c'était un monstre, tout le monde maintenant se dit « Ah bah merde, si je dis que c'est un mec average, je vais passer pour un con parce que je l'ai défendu pendant 3 ans. » C'est pas grave, on a le droit de se tromper. Vous vous êtes trompé sur Carson Wentz. Voilà. Il est overrated, je suis désolé. Il est surcoté. Donc les Eagles sont emmenés par Carson Wentz, donc qui est leader de la NFL donc sur les interceptions, sur les turnovers au global. Je vais prendre un peu les stats de Carson Wentz cette année. Elles sont pas glorieuses. Si vous voulez trouver les stats de Carson Wentz, vous allez sur nfl.com, vous allez dans les stats et vous cliquez sur interception. Il apparaît en première. 12 touchdowns pour 12 interceptions. Un passeur rating de 73.2 en 2020. En 2020. On n'est pas à époque John Amat. Un passeur rating de 73.2, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Faut le dire. 12 touchdowns, 12 interceptions, yards per attempt, 6.2. 6.2 yards par tentative. Mais c'est terrible. C'est du Mitch Trubisky, quoi. Franchement, si c'était pas Carson Wentz et si on lui avait pas dit tiens, voilà le plus gros contrat ever jamais signé par un quarterback, tu veux le signer? Mais il serait sur le banc depuis bien longtemps. Son pourcentage de passes complétées, 58%. 58%. On est en 2020. C'est atroce. Alors oui, Carson, ça a tenu tant que l'équipe était pas mal. Mais comme tous les quarterbacks average, il est dépendant de son équipe. A l'inverse des top quarterbacks comme Russell Wilson qui vont élever le niveau de leur équipe, Russell Wilson, tu lui fous un roster de merde, il s'en fout. Il t'amènera dans le positif, il t'amènera des touchdowns, il fera ses stats et l'équipe jouera bien en attaque, quoi qu'il arrive. Russell Wilson, ça fait 5 ans qu'on lui dit non mec, passe pas la balle, c'est le running back qui va la prendre. Ça n'empêche pas d'être dans la conversation MVP chaque année. Et d'être certainement le meilleur joueur de football actuel. Je dis joueur de football, peut-être pas le meilleur quarterback en termes de talent, parce qu'à mon avis c'est Patrick Mahomes, mais sûrement le meilleur joueur de football actuel, avec l'expérience, etc. Carson Wentz est dépendant de son équipe, Carson Wentz est dépendant de son roster. Je suis désolé, les fans des Eagles, allez-y, défoncez-moi la gueule, regardez toutes les stats de Carson Wentz, depuis des années,
il n'y a rien qui va dans le bon sens. Il a 0 victoire en playoff jusqu'à présent. 7 victoires, 20 défaites quand il affronte une équipe au-dessus de 500. Au-dessus de 50% de victoire. Il y a eu des histoires comme quoi ses coéquipiers avaient du mal avec lui. Il a commencé des saisons par 5 victoires, 6 défaites dans 3 sur ces 4 saisons. Il faut quand même savoir que Nick Foles est à 24 victoires, 6 défaites avec les Eagles. Quand même. Et il y en a d'autres, des chiffres sur Carson Wentz. Il y en a d'autres. Mais c'est sûr que contre Washington, il est super fort. Wouh! Et puis regardez ce qu'il a fait contre les Cowboys, alors qu'en plus il n'a pas de receveur. Oh là là, trop fort. Non, je suis désolé. D'habitude je suis dans le positif, mais là Carson Wentz, faut se rendre à l'évidence, c'est un quarterback average. Et si j'étais les Eagles, et de toute façon ils ont déjà commencé à le faire, et ben je regarderais vers la draft, vers la free agency, comment upgrade ma quarterback room. Comment upgrade mon poste de quarterback. Et ils ont déjà commencé à le faire parce qu'ils ont sélectionné Jalen Hurts au deuxième tour de la dernière draft. Donc les Eagles cette année. Pour revenir sur la division, je vais pas m'étaler plus loin sur Carson Wentz. Je vais pas sortir toutes les stats qui vont contre lui. Il y en a tellement. Je veux dire vraiment. En fait, ce qui m'énerve avec Carson Wentz, je vous le dis, c'est que on en fait tellement des caisses sur ce mec qui finalement est un quarterback average, et c'est ok, c'est pas grave, ça arrive. Oui, la fanbase des Eagles, c'est une grosse fanbase, et les Eagles sont une franchise historique de la NFL. C'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit d'être objectif sur leur quarterback. Il est average, je suis désolé, contre les petites équipes, il gagne, contre les grosses équipes, il perd. Quand il a un très bon roster, ça va, quand il a un roster un peu moins bon, il perd. Il élève pas ses coéquipiers à un meilleur niveau, c'est comme ça. Et ce qui m'énerve, c'est que des mecs comme Ryan Tannehill, qui galère pendant 6 ans aux Dolphins, qui est pas dans le bon système, qui est pas dans la bonne franchise, quand il passe aux Titans et qu'il fait une bonne saison, putain, tous les médias ils vont à pas de velours, ouais mais bon, Derrick Henry, la situation est parfaite, non mais regardez finalement il lance pas la balle en playoff, putain à un moment donné quand est-ce qu'on va reconnaître que Ryan Tannehill il joue comme un top 5 quarterback depuis 1 an maintenant. C'est la vérité, toutes les stats sont là, et les victoires qui vont avec. Ouais, Ryan Tannehill, il est top 5, il est fond de top 5, il est peut-être même, allez, entre 5 et 10, fou le 6ème, fou le 7ème, fou le 8ème, ce que tu veux, mais c'est un top quarterback de la NFL, faut le dire. Donc quand Carson Wentz, qu'on a monté tout en haut du piédestal dès sa deuxième saison, on s'aperçoit qu'il est average, faut le dire aussi. Voilà. Ce sera tout pour Carson Wentz. Les Eagles, cette année, ils attaquent quand même par une défaite contre Washington. Défaite contre les Rams. Nul contre les Bengals. Victoire contre les Niners décimés. Je crois que c'est Nick Mullens d'ailleurs qui start. Je suis même pas sûr que ce soit Nick Mullens, c'est peut-être CJ Beathard. Défaite contre les Steelers. Défaite contre les Ravens. Victoire contre les Giants et les Cowboys. Mon Dieu. Et victoire contre les Cowboys, 23-9. Les Cowboys sans les Cowboys de Ben DiNucci, sans Dak Prescott, sans Andy Dalton. Des blessures à gogo, une défense passoire, ils mettent 23 points. Carson Wentz lance 2 interceptions. Waouh! Victoire contre les Giants d'1 point, 22-21. Mon Dieu! Leurs 3 victoires, c'est contre les Niners qui sont décimés, les Giants d'1 point et les Cowboys qui sont décimés. C'est ça le leader de la division. Alors on me dit, ouais, les Eagles sont décimés aussi, c'est vrai. Ils jouent avec des receveurs qui, pour certains, viennent du practice squad. Ça aide pas. Maintenant, on se souvient que Carson Wentz, par exemple, il avait du mal avec Alshon Jeffrey. Ce qui n'était pas le cas de Nick Foles. Carson Wentz, citez-moi le receveur qui a produit une bonne saison ou de bonnes stats avec Carson Wentz sur une saison. Il n'y en a pas. Vous savez pourquoi ? Il y a un seul gars qui marche avec Carson Wentz, c'est Zach Ertz.
À Zach Ertz, Carson Wentz, à mon avis, c'est son best friend. Hein. Forever. Hein. C'est BFF. Hein. Là, c'est clair. Hein. En même temps, il n'y a qu'à lui qu'il arrive à passer la balle à un tight end. Et qu'est-ce que j'ai toujours dit? Quand un quarterback s'appuie trop sur ses tight ends, c'est qu'il n'a pas le niveau. Parce que les tight windows trop, comme on dit, les lancer dans des petites fenêtres, c'est au receveur, c'est pas au tight end. Le tight end, c'est le profil basketteur, c'est justement, il va pouvoir jouer avec son corps et aller chercher la balle quand elle n'est pas forcément lancée pile poil où il faut. Je suis désolé, Carson Wentz, il n'est pas accurate, il n'est pas précis. Donc les Eagles sont décimés. La ligne offensive a pris un coup. La défense répond pas vraiment aux attentes. Darius Slay est quelque peu décevant. C'est quoi le calendrier? Il y a un choc contre les Giants cette semaine. On va parler juste après des Giants. Franchement, j'ai du mal à voir les Eagles gagner. Vraiment. C'est à New York, j'ai du mal à les voir gagner. Ils vont jouer les Browns par la suite. Ça va être très compliqué. Les Browns qui sont en train de jouer les playoffs, qui seront chez eux, qui ont installé un running game. Très compliqué. Et derrière, accrochez-vous les fans des Eagles. Petit enchaînement, Seahawks, Packers, Saints, Cardinals, et heureusement tu finis par Cowboys Washington. Sans déconner, en dehors de la division, elles sont où les victoires? C'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver avec une équipe des Eagles, vainqueur de la division, avec uniquement des victoires dans sa division, plus un nul contre les Bengals et une victoire contre les Niners. On en est là. Hein. On en est là sur cette NFC East. Hein. C'est terrible. Franchement. Donc si on s'amuse à faire les victoires, bon, ils peuvent en prendre une contre les Giants ce week-end. En tout cas, c'est abordable, entre guillemets. Ça fait 4 victoires. Ils peuvent peut-être la choper contre les Browns, mais ça paraît très improbable. Ils gagneront pas les Seahawks, ils gagneront pas les Packers, ils gagneront pas les Saints, ils gagneront pas les Cardinals. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le niveau pour lutter contre ces équipes-là. Et ils prendront peut-être 2 victoires contre les Cowboys et Washington pour finir la saison. Donc ils vont prendre 3 victoires, ils vont finir à 6 victoires. 9 défaites, un nul. Ça peut passer, hein. Ça peut passer pour cette division. C'est là où vous allez vous rendre compte d'à quel point cette division est terrible. Quelqu'un doit la gagner. Quelqu'un doit la gagner. On va parler de... Parce que j'aimerais parler des Giants en dernier, on va parler des Cowboys. Les Cowboys, c'est pas mieux. Alors bien sûr, Dak Prescott... blessé, Dak Prescott, le leader, l'âme de cette équipe. La question, est-ce qu'il fallait le payer cet été? Jerry a pas voulu le payer. Il est parti sur le franchise tag. Il a misé sur lui-même. Le pauvre, il se blesse. C'est terrible. C'est terrible. Est-ce que Dak signera un gros contrat dans la NFL? Oui. Est-ce que ce sera aux Cowboys? On ne sait pas. Franchement, hein. Les Cowboys, ils ont 2 victoires. Le dernier match, leur starter au quarterback, c'est Garrett Gilbert. Juste après avoir starté Ben DiNucci. Sinon, le plan, c'est Andy Dalton, qui en plus, je crois, ne revient pas cette semaine. Il est tout à fait possible que cette équipe des Cowboys, qui, au-delà de la situation au poste de quarterback, possède tout simplement l'une des pires défenses de la NFL. Heureusement, il y a les Seahawks qui sont là pour leur faire honneur, et les Seahawks sont, je l'ai dit dans un autre podcast, sont la pire défense de la NFL de toute l'histoire de l'ère du Super Bowl en termes de yards concédés. Les Cowboys sont pas loin. Pas de quarterback, une défense aux abois, vraiment. Je crois qu'on peut dire que l'embauche de Mike McCarthy tourne un peu au vinaigre. Que Mike Nolan en défense, c'est absolument pas ça. Mais il y a un potentiel offensif chez les Cowboys. Et on l'a vu en début de saison. C'était des shootouts. Ils perdent 31-38 contre les Seahawks. Ils gagnent 40-39 contre les Falcons avec cet onside kick complètement fou. Ils scorent 38 points contre les Browns. 37 contre les Giants.
Derrière, ça se complique un peu. Faut quand même se rappeler qu'Andy Dalton, il a été starter NFL pendant quasiment une décennie, qu'il est allé en playoff. Il n'a pas gagné de match de playoff, mais il est allé en playoff. Qui sait mener une équipe. Il est du Texas. Il a l'expérience de la NFL. Je pense, en tout cas c'est ce que je pensais en début de saison, que c'est un très bon backup. Que les Cowboys peuvent s'en sortir avec lui, mais pas avec une telle défense. Pas avec une telle défense. Faut aussi remettre, j'ai un peu remis entre guillemets l'église au centre du village concernant Carson Wentz. Faut aussi le faire avec Dak Prescott, et ça donne aussi une idée du niveau de Dallas depuis des années, parce que on dit que la NFC East n'est pas au niveau cette année, mais il faut bien se rendre compte que ça fait plusieurs années que le niveau est très moyen. Pour info, l'année dernière, Dak Prescott et les Cowboys, leur record c'est 1 victoire, 6 défaites contre les équipes qui ont fini en playoff. 7 victoires, 2 défaites contre les équipes qui n'ont pas fini en playoff. Ça perd contre les gros, ça gagne contre les petits. C'est exactement ce que je viens de dire avec les Eagles de Carson Wentz. Donc, les Cowboys, je veux dire, certains les voyaient au Super Bowl en début d'année. Je suis d'accord, il y a un super potentiel offensif, à un moment donné, faut se rendre compte aussi du niveau qu'ont les Cowboys depuis quelques années. Faut se rendre compte que cette première saison de Dak, où ils finissent à 13 victoires, 3 défaites, c'est un peu un mirage. Qu'ils avaient la meilleure ligne offensive de la ligue, et de loin peut-être une des meilleures lignes offensives de l'histoire, qu'aujourd'hui elle est un peu moins forte quand même, que la défense c'est une passoire, et qu'en plus ils sont rongés par les blessures au poste de quarterback. Donc les Cowboys, je leur prédis pas du tout un bel avenir sur cette saison NFL. Vraiment. On est en train de se poser la question, c'est toute la question de ce podcast, c'est de se dire NFC East, quelqu'un doit la gagner. Pour moi, ce ne sera pas les Cowboys. Tout le monde est encore en course, c'est ça qui est fou, en étant à ce point mauvais. Et vous allez voir, quand je vais décrire les Redskins, quand je vais parler des Redskins et que je vais parler des Giants, je vais également dire qu'ils sont mauvais. Qu'on ne se fasse pas d'illusions. Là, les 4 équipes sont mauvaises. On est dans le bas du bas de la NFL. Vraiment. Il y a les Jaguars qui sont là, il y a les Jets, et puis derrière, il y a la NFC East, quoi. Vraiment. Le motif d'espoir pour les Cowboys, finalement, c'est leur match contre les Steelers. Et cette énorme surprise, j'ai cru à l'upset pendant un moment. Ils sont pas trop aidés par les arbitres, je trouve, sur le comeback des Steelers. Il y a un call un peu favorable, un roughing de passeur que j'ai trouvé assez gentillet, on va dire, en faveur de Pittsburgh. J'ai cru à l'upset. J'ai été vraiment surpris par la défense de Dallas. Je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça y est, ça défend. J'ai trouvé le play calling d'un point de vue offensif de Mike McCarthy plutôt bien designé, notamment le premier touchdown de Dallas. Vous irez voir dans les highlights, je trouve le premier touchdown très bien designé. On sent toutefois que les mecs sont un peu... j'allais dire à bout, voilà quoi, ils sont sur... Ils tirent sur la corde quoi. On tente un peu tout. C'est-à-dire que voilà, il y a sur le kick return, c'est génial, il y a le retourneur qui feinte une blessure, et il y a une passe latérale, enfin voilà, on en est à faire des gadget plays sur des special teams pour essayer de gagner le match. CeeDee Lamb, talent incroyable. Zeke Elliott, faut qu'il se réveille un peu. Juste un point sur les Cowboys. Sur les 2 dernières années, si on enlève les victoires contre les Giants et Washington, ils ont 5 victoires au total.
5 victoires sur 2 ans si on retire les Giants et Washington. Elle vient de là, cette équipe de Dallas aussi. Faut intégrer. On les voit super haut. On valorise vachement Dak. Et parfois a raison. C'est un super mec, c'est un super leader. Est-ce que c'est vraiment un top quarterback ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a besoin d'être un top quarterback dans la NFC East ? Non. Donc oui, pour moi, tu peux t'en sortir avec Dak Prescott dans la NFC East. T'es contre Carson Wentz, Jean-Michel de Washington, vu qu'il change de quarterback toutes les semaines. Et contre Daniel Jones, qui pour l'instant a un début de carrière plus que poussif chez les Giants. Mais Dallas n'est pas une bonne équipe depuis 2 ans, il faut se le dire. Donc, une mauvaise équipe, décimée au poste de quarterback, qui change de coach et visiblement le changement de coach ne passe pas, dont la défense est une des pires défenses de la ligue, ça va être compliqué pour la suite. On va regarder le calendrier. Ils jouent les Vikings. Putain, j'ai envie de dire, mauvaise pioche les gars. Parce que les Vikings en ce moment, ils se sont trouvés en attaque. Il y a aussi un problème de pass rush chez Dallas. Je pense que leur ligne défensive va se faire bouger par la ligne offensive des Vikings. Je pense que Dalvin Cook va se régaler et que Kirk Cousins risque d'avoir un très gros game contre le secondary des Cowboys avec Adam Thielen et Justin Jefferson. C'est pas le moment de choper les Vikings. Mauvaise pioche. Ensuite, ils jouent Washington. Comme d'habitude dans la NFC East, tout est possible, victoire possible. Ensuite, c'est les Ravens. Déplacement chez les Ravens. Autant vous dire que là, j'y crois pas une seule seconde. Il y a une telle différence de talent dans le roster et dans les quarterbacks que c'est trop. Ensuite, les Bengals. Pas de bol là encore, les Bengals, fallait peut-être mieux les choper en début de saison. Mais enfin, pourquoi pas ? Pourquoi pas choper une victoire contre les Bengals de Joe Burrow, même si c'est plutôt pas mal ce qu'ils sont en train de développer chez les Bengals. Bon, la défense, c'est pas ça, mais c'est pas mal ce qu'ils sont en train de développer en attaque. En tout cas, ils laissent vachement le rookie se développer. Puis, ils jouent les Niners. Manque de peau, les Niners auront peut-être récupéré Jimmy G à ce moment-là de la saison, ce qui est quand même un upgrade considérable comparé aux autres quarterbacks des Niners. Et je pense que même sans Jimmy G, les Niners, avec l'intelligence de Kyle Shanahan, peuvent complètement battre les Cowboys. Et ils finissent avec Eagles et Giants, où là, c'est jouable parce que c'est NFC East. Encore une fois, même problématique qu'avec les Eagles. En dehors de la division, elles sont où les victoires ? Vikings, je pense que c'est mort. Ravens, on oublie. Peut-être Bengals, peut-être Niners. Allez, on va dire qu'ils en chopent 1 sur 2. Donc ils sont à 3 victoires et ensuite ils ont 3 matchs de division. Il faut gagner les 3. S'ils jouent comme ils ont joué contre les Steelers, pourquoi pas ? Mais enfin, ça va être très compliqué pour Dallas. Ça va être très compliqué pour Dallas. Et pour l'instant, ils sont à 2 victoires et 7 défaites. Si jamais ils finissent la saison sans gagner de victoire, ce qui est possible, ce qui est possible, ils vont regarder très fort du côté de la draft. Très très fort. Parce que Jerry Jones a déjà commencé à envoyer des écrans de fumée, à dire notre quarterback c'est Dak, sauf qu'il a dit ça pendant 1 an, pendant toute la saison dernière, et qu'il n'a pas réussi à le signer cette année. Là, il se blesse. Je peux vous dire que si les Cowboys, ils ont un pic dans le top 3, et qu'on oublie Trevor Lawrence, parce qu'a priori ça part chez les Jets, mais qu'il y a Justin Fields ou Trey Lance de dispo, ils vont regarder très fort. Très très fort. Parce que ce sera l'occasion de reconstruire le roster. Ils sont pas top au niveau du cap, les Cowboys, parce qu'évidemment, on connaît Jerry Jones, il a filé de l'argent à tout le monde. Jalen Smith, vas-y, gaffe-toi, DeMarcus Lawrence, je t'en prie, 140 millions, bien sûr, oui.
Il y a Leighton Van Der Esch qui va passer à la caisse. C'est les Zeke, Amari, et j'en passe. Zach Martin, mais bon, ça à la limite, le mec est un All-Pro chaque année quasiment, donc normal que tu lui files du bif. Attention aux Cowboys. Je vais les suivre dans l'espoir qu'il y ait un redressement parce que ça reste une franchise quand même iconique de la NFL. Je vais plus les suivre avec un œil attentif sur les autres équipes qui sont à la lutte pour avoir un bon pick à la draft. Je serais pas étonné que Dak Prescott soit dans un autre uniforme la saison prochaine. Ou même le scénar où il signe le franchise une nouvelle fois, mais il y a quand même un rookie qui est drafté, du coup il le materne pendant 1 an. Tout est possible avec Jerry Jones, mais enfin pour les Cowboys, ça sent pas bon. On passe chez, j'allais dire les Redskins, mais c'est plus les Redskins. On passe chez Washington. J'étais assez enthousiasmé quand Washington a signé Ron Rivera. Je pense vraiment que c'est l'homme de la situation. En tout cas, que c'est un coach qui va amener une culture, et c'est quelque chose qui manque cruellement chez Washington sous la présidence de Dan Snyder. C'est un mec qui a réussi à quand même monter quelque chose d'assez solide chez les Panthers. C'est un militaire entre guillemets, c'est un combattant, c'est un mec carré. C'est ce qu'il faut à Washington. Quelqu'un qui va installer une culture. C'est pas forcément la meilleure culture, ça va pas forcément faire de Washington un mastodonte de la NFL. Mais il y a une culture qui va être installée. Et ça, je trouvais ça intéressant. Début de saison, quand ils ont gagné contre les Eagles, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Leur point fort, qui est quand même leur front seven, ils ont un super front seven avec énormément de first round pick qui jouent dans ce front seven. Le tout est capitainé entre guillemets par Ryan Kerrigan. Il y a Chase Young qui fait une superbe saison rookie, qui vraiment avec Myles Garrett représente un peu l'avenir des edge rushers de la ligue. Premier match contre les Eagles, je me dis tiens, avec une défense comme ça, ils peuvent gratter quelques victoires, et je vois bien un scénario où Washington chope la division. J'ai été extrêmement déçu par la décision de Ron Rivera, j'en avais parlé dans le dernier podcast, d'essayer la conversion à 2 points contre les Giants alors qu'il pouvait assurer l'overtime, et je vois pas en quoi il partait désavantagé dans cet overtime contre les Giants. D'ailleurs, on l'a vu, c'était de nouveau très serré ce week-end quand ils se sont rejoints. Franchement, il y a des choses qui sont très encourageantes du côté de Washington, à commencer par la défense. Non seulement le front seven, mais aussi le secondary. Kendall Fuller qui est revenu, super signing, le mec vraiment fait le taf. Il y a beaucoup de bonnes choses à Washington. En attaque, waouh, c'est compliqué. Mais en fait, en le disant, je m'aperçois que non, j'allais dire c'est le cas pour tout le monde dans la NFC, mais c'est pas le cas de Dallas. Dallas a juste un problème de quarterback en termes de blessures, mais sinon a une très très forte attaque. Mais Washington, Philly, New York, ouf, les attaques, putain. L'attaque de Washington, mon Dieu. Alors il y a Terry McLaurin qui fait le taf. C'est vraiment un bon mec, c'est vraiment un bon receveur. Je crois qu'il est dans le top 10 des receveurs en termes de yards. Je sais pas ce qu'il donne en termes de réception. Je crois qu'il est pas mal non plus, un truc genre 50 réceptions. Et il est, je check les stats, il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7ème au niveau de la réception, 692 yards, donc il est largement parti pour une saison à plus de 1000 yards. Mais à part ça, c'est quoi le talent à Washington ? Il est où le talent ? Oh là là, il n'y en a pas. Et il y a des problèmes de ligne offensive, évidemment, depuis le départ de Trent Williams.
Dans mon scénario pré-saison où Washington gagnait la division, sans jouer à Madame Irma, il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait putain, ce serait pas mal s'il passait les rênes à Alex Smith. J'ai une énorme estime pour Alex Smith. Quarterback sous-coté. Franchement, tu me dis Alex Smith des Chiefs ou Carson Wentz, mais je te dis Alex Smith, désolé, je remets un tacle à Carson Wentz, mais revoyez les saisons d'Alex Smith des Chiefs, ça gagne. Alors oui, c'est coaché par Andy Reid, ça gagne, ça pote des stats plus qu'honorables. Je crois que sa dernière saison avec les Chiefs, il est leader de la ligue en passer rating. Il fait un très bon début de carrière à Washington, une fois le transfert, et il se fait cette blessure terrible au niveau de la jambe où on se dit que le mec ne pourra plus rejouer au football, et ensuite il y a des reports qui sortent et comme quoi le mec pourrait perdre sa jambe. Le fait de le revoir sur un terrain cette année, c'est juste une joie immense. J'étais tellement heureux quand je l'ai vu retourner sur le terrain, que ce soit cette semaine ou je sais plus quel était le précédent match où il avait fait une petite incursion parce qu'il y avait eu blessure de Kyle Allen. Alex Smith, à son meilleur niveau, c'est un quarterback qui a largement le niveau pour gagner l'NFC East. D'autant plus dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que, je dis souvent, pour gagner sa division, c'est mieux d'avoir le meilleur quarterback. En tout cas, c'est compliqué de gagner ta division avec le 3e ou 4e meilleur quarterback de ta division. Ça se vérifie chaque année. Alex Smith à son meilleur niveau, est-ce que c'est moins bon que Carson Wentz actuellement ? Non, c'est meilleur. Est-ce que c'est moins bon que Daniel Jones ? Non, c'est meilleur. Est-ce que c'est moins bon que Garrett Gilbert ou même Andy Dalton ? Non, c'est meilleur. Donc, j'attends de voir. Évidemment, ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué, mais enfin, c'est bon, c'est un vétéran. Il a le mental, il a l'expérience. Je pense pas que le problème soit dans le playbook. Je pense que le problème est plus dans le fait de retrouver des sensations sur un terrain. Mais Alex Smith, il peut gagner des matchs avec Washington. Hein. Attention, avec une défense pareille. Il a commencé à retrouver un peu de grinta et un peu de skis lors de son dernier match. Il passe pour 300 yards. C'est terrible, il finit sur 2 interceptions back-to-back sur les 2 derniers drives. Mais je veux dire, le scénario est dingue. Alex Smith est peut-être en position d'emmener Washington en haut de la division. Et j'y crois. Franchement, j'y crois. Parce que la défense est là. Parce que le coach est un bon coach. C'est vrai que sur les Eagles, je me suis pas assez attardé sur Doug Peterson, qui est un très bon coach, et ça aide, comme on dit toujours, hein, le duo le plus important dans la NFL, c'est le duo head coach quarterback, et les Eagles ont ça pour eux, ça c'est clair. Les Giants, ça reste à prouver, le coach a l'air pas mal, on a des doutes sur le quarterback. Les Cowboys, on a maintenant des doutes sur le coach et on a plus que des doutes sur le quarterback. Les Redskins ont le coach. Et franchement, si Alex Smith retrouve son niveau, avec une défense pareille, lui le game manager, alors je dis game manager, il vient de lancer, comme j'ai dit, 2 interceptions. Mais game manager comme il a su être, il peut gagner des matchs. Vraiment. Il peut vraiment gagner des matchs. Pour moi, Dallas est hors course. Les Eagles, ça me paraît compliqué, mais ils ont pris de l'avance, donc c'est jouable. Attention aux Redskins. On regarde le calendrier des Redskins. Ils se déplacent aux Lions cette semaine. Putain, s'il y a un match à prendre, c'est bien celui-là, quoi. S'il y a un match pour qu'un quarterback sur le retour comme Alex Smith se refasse la cerise, c'est bien de jouer les Lions de Matt Patricia. Sorte de passoire en défense,
problème des Washington Football Team, c'est que leur running back, c'est Antonio Gibson, donc c'est un running back qui était non drafté cette année. Il y a une ligne offensive qui est pas au top. C'est compliqué de construire quelque chose en attaque. En fait, ce qui est compliqué pour Washington, c'est que si l'équipe adverse dépasse 20 points, ça devient très très compliqué de gagner le match, quoi. Ça devient très très compliqué de gagner le match. Les victoires de Washington cette année, il y en a une contre les Eagles. Ils marquent 27 points. Ensuite, ils marquent 15 points contre les Cards, 20 points contre les Browns, 17 contre les Ravens, 10 contre les Rams, 19 contre les Giants, 25 contre les Cowboys, 20 contre les Giants. Donc évidemment, quand ils ont marqué le plus de points, c'était contre la NFC East, on s'en doute. Mais voilà, quoi, il y a eu un pic à 25 et un pic à 27. Donc faut vraiment garder ça en low scoring. Les Lions, pourquoi pas, ils peuvent aller la chercher. Ils reçoivent les Bengals, pourquoi pas. Les Cowboys, ça peut le faire. Ensuite, ça se complique. Steelers, on peut mettre une croix dessus. Niners, retour de Garoppolo, même sans Garoppolo, ça paraît très compliqué. Seahawks, très compliqué. Panthers, trop compliqué pour le coup. Quoique, ils ont la défense pour matcher, mais ça paraît compliqué. Et enfin, il y aura peut-être une finale contre les Eagles lors du dernier match. Est-ce qu'ils peuvent en choper une win contre les Cowboys? Oui. Est-ce qu'ils peuvent en choper une contre les Bengals? Oui. Ça ferait 4 victoires. Faudrait qu'ils en grattent une contre les Lions, peut-être contre des Niners ou contre les Panthers. Et espérer jouer une finale contre les Eagles. C'est compliqué, mais pourquoi pas. J'écarte pas ce scénario en tout cas. J'écarte pas ce scénario parce que je fais confiance à Alex Smith. Et que je pense tout simplement que s'il revient à son meilleur niveau, il devient instantanément le meilleur quarterback de la division. Et avoir le meilleur quarterback de la division, dans une division où pour l'instant il y a une win d'écart entre le premier et le quatrième, ça peut faire une sacrée différence. Vraiment. Et enfin on finit avec les Giants. Les Giants de New York, qui sont un peu un cas particulier dans cette NFC East. C'est l'équipe qui me plaît le plus. En tout cas, c'est l'équipe qui me montre le plus de progrès semaine après semaine, notamment en défense. Je trouve qu'ils ont fait 2 très bons signings en free agency. Ils sont allés choper James Bradberry chez les Panthers, ça marche super bien, il fait une super saison. Et Logan Ryan, qui est resté très longtemps sur le marché à ma grande surprise, parce que c'est un corner qui avait prouvé sa valeur tout au long de sa carrière. Et qui nous a montré tout simplement qu'il avait un bon niveau pour la NFL, parfois même très bon dans certains systèmes, notamment à l'époque chez Bill Belichick. Je crois qu'il va chercher une bague. Je crois qu'il est là contre les Falcons. Je suis pas sûr qu'il soit là. Je crois qu'il est là également contre les Eagles, malheureusement, dans la défaite des Patriots. Mais Logan Ryan, ça a toujours été un bon corner. Et les Giants sont allés le chercher. Ils ont formé un bon tandem. Et ça marche plutôt pas mal. Ça progresse de semaine en semaine. C'est vrai que engager Joe Judge en coach, c'est moi, personnellement, ça m'a surpris. Parce que c'était quand même un coach de special teams. Donc c'est quand même assez rare ce qu'ils ont fait. Il y a les Ravens qui avaient fait le même pari il y a des années de ça maintenant avec John Harbaugh et ça a super bien marché. On sait que notamment chez les Chiefs, Dave Toub a déjà passé plusieurs interviews pour devenir head coach qui n'ont jamais été concluantes, mais c'est demandé, donc c'était pas non plus insensé. Ils ont fait le taf avant de l'engager. Ça a l'air de bien marcher. Je trouve que la défense vraiment progresse de semaine en semaine. Après, je dis ça, évidemment, sur les 4 dernières semaines, ils ont joué 2 fois Washington, 1 fois les Eagles. Donc, évidemment, la défense progresse. Mais même contre les Rams, je les avais trouvés plutôt bons. Contre les Bears, contre les Buccaneers, évidemment, match très accroché. Il y a du progrès chez les Giants. Il y a ce truc avec Daniel Jones où en effet ses stats sont vraiment pas top. Il a à peu près, pour faire simple, les mêmes stats que Carson Wentz. Il a, je crois, une dizaine d'interceptions, 9 interceptions.
9 interceptions, 7 touchdowns, un passeur rating de 73, donc c'est globalement catastrophique. Yards per attempt, 6 yards par tentative, hein, donc comme Carson Wentz qui a 6.2, c'est quand même terrible. C'est affolant. En fait, quand on regarde les stats des quarterbacks de cette division, c'est vraiment affolant. On se dit le niveau est extrêmement faible. Et en même temps, c'est pour ça que je suis assez encouragé par ces Giants. Ils n'ont pas besoin de beaucoup plus que ce qu'ils font actuellement pour choper cette division. Vraiment. S'ils continuent à progresser en défense, s'ils continuent à faire le taf comme ils le font depuis maintenant 4-5 semaines, ils n'auront pas besoin de marquer beaucoup de points. Et Daniel Jones a trouvé quand même une attaque où il y a du Sterling Shepard, il y a du Darius Slayton, il y a Evan Engram. Malheureusement, Saquon Barkley est blessé. Faut le dire aussi que toutes ces équipes ont été frappées par les blessures. Ça joue en partie sur le niveau de cette division, il faut quand même aussi le dire. Je suis assez sévère depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est 4 équipes qui ont été frappées par les blessures. Mais pour revenir sur les Giants, il y a un bon petit crew de receveurs. Il manque clairement un receveur numéro 1. J'aurais aimé qu'ils tentent un coup à la trade deadline, mais est-ce que c'est vraiment l'objectif quand on sait qu'ils sont un peu dans un rebuild et que quoi qu'il arrive, ils vont a priori bien drafter, ou en tout cas être en position d'avoir de bons draft picks? Je ne pense pas. La ligne offensive est étonnamment en progrès. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle du côté des Giants. Quand on sait qu'ils ont galéré pendant des années, elle est étonnamment en progrès. Donc il y a des bonnes choses. Et il y a Daniel Jones. Alors, il est extrêmement mobile, beaucoup plus que ce qu'on pensait. Évidemment, on pense à son run de 80 yards, là où il se casse la gueule à la fin. Mais il est très mobile. Et il est parfois imprécis, mais il a ce truc où 2-3 fois par match, il va te lâcher un lancer, vraiment. En tout cas, c'est personnel où je me dis putain, waouh, ça c'est un lancer niveau franchise quoi. C'est un lancer de franchise quarterback. Il a ce truc. J'ai envie de lui laisser le temps de se développer. C'est vrai que là, avec Tua, Tagovailoa, avec Joe Burrow, Kyler Murray, Justin Herbert, on a l'impression que maintenant les rookies arrivent en NFL et qu'ils sont de plus en plus prêts à avoir un impact dès leur arrivée en NFL, c'est le cas. Et c'est aussi parce qu'en universitaire, on emploie de plus en plus de systèmes qui sont utilisés en NFL. Il y a de plus en plus de 7-on-7 et on les prépare beaucoup plus à entrer dans la NFL et à être performants dès leur entrée. Donc c'est normal. Mais il ne faut pas oublier que jusqu'à il y a encore pas si longtemps que ça, bencher un rookie quarterback sa première saison, c'était normal. Lui laisser 2, 3, voire 4 saisons pour se développer, c'était normal. Qu'il lance beaucoup d'interceptions dans ses 2 premières saisons, c'était également normal. Et c'est le cas avec Daniel Jones. L'important, c'était de voir les progrès du côté du positif. Du côté de ses lancers, du côté de sa précision, du côté de sa compréhension du jeu. Et là, je trouve qu'il y a vraiment des progrès côté de Daniel Jones. Donc les Giants, c'est peut-être le club pour lequel je suis le plus optimiste dans cette division. Si on me demande de faire un prono, le couteau sous la gorge, je pense que je dirais les Eagles parce que je pense que leur nul contre les Bengals va beaucoup les servir. En vérité, Dallas, New York, Washington, ils ont une victoire et demie de retard. Et c'est énorme finalement dans cette division. Néanmoins, j'adorerais le scénario où Alex Smith emmène les Redskins, les football teams de la football team de Washington en playoff. Ce serait juste incroyable. Il faut savoir quand même que Alex Smith sera comeback player of the year. Il n'y a pas de débat là-dessus. Peut-être Ben Roethlisberger, mais enfin, on parle quand même d'un mec, Alex Smith, qui a failli avoir la jambe amputée. Et attention à la petite pièce sur les Giants. Ils sont vraiment pas loin d'avoir le niveau qu'il faut pour choper cette division. Je pense que le match contre les Eagles ce dimanche va être déterminant. Ils sont à domicile. C'est un qui tout double. Ils perdent ce match, c'est terminé la division. Ils peuvent lui dire au revoir. Ils prennent ce match. Ils commencent à mettre une main dessus. Vraiment. Match ultra important.
J'attends beaucoup de Daniel Jones dans ce match. J'attends beaucoup de la défense des Giants contre Carson Wentz, qui a tendance à lancer des interceptions cette saison. James Bradbury, Logan Ryan, c'est le moment de briller. Ensuite, on a un match contre les Bengals. C'est jouable. Seahawks Cardinals, ça va être très compliqué. Les Browns, pourquoi pas. Faut aussi savoir, j'ai pas beaucoup parlé du secondary, mais le front seven de New York est en train d'émerger. Le tout derrière Leonard Williams, donc qui est resté à New York, qui est passé des Jets aux Giants et qui fait vraiment une très bonne saison, qui est en train de confirmer tout le bien qu'on disait de lui quand il est arrivé dans la NFL et qu'on le projetait même en first pick de la draft. Je crois qu'il avait fini 5 ou 6 chez les Jets. Les Cardinals compliqués, les Browns pourquoi pas, les Ravens on oublie. Les Cardinals, j'ai dit compliqué, on peut oublier aussi. Et il y a cette finale contre les Cowboys. Les Giants, c'est compliqué de leur trouver des victoires. C'est pour ça que c'est très important de gagner contre les Eagles. Ils peuvent gagner contre les Eagles, contre les Bengals, contre les Cowboys. Ça fait 3 victoires, ça les amène à 5 victoires. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Je crois qu'on est vraiment sur une division, à moins qu'il y ait vraiment un réveil des Eagles qui me fasse fermer ma bouche et que Carson Wentz retrouve le niveau qui a été le sien, mais il y a de ça 3 ans maintenant. On est sur une division qui va se gagner à 6 victoires, les gars. Ça va se gagner à 6 victoires. Et il faut se rendre compte qu'il y a une équipe à 6 victoires qui va recevoir un match de playoff. Ça va être énorme. Là, à l'heure actuelle, ce serait donc les Eagles qui recevraient les Bucks de Tom Brady. Autant vous dire que ce serait a priori une boucherie. Mais enfin, ce serait quand même très drôle qu'ils gagnent le match. On se souvient notamment, je fais une petite parenthèse, on se souvient des Seahawks qui avaient fini à 7 victoires et 9 défaites. Les Seahawks de Marshawn Lynch. C'est les Seahawks qui battent les Saints chez eux ensuite en playoff avec évidemment le Beast Quake, le Beast Run, le run de Marshawn Lynch qui avait déclenché un séisme, en tout cas qui avait fait bouger les sismographes de Seattle. Donc c'est possible d'aller en playoff après une saison dégueulasse et d'arracher un match, c'est possible. C'est pour ça que cette division, elle est atroce. Faut quand même la regarder. Il y a quand même un intérêt. Il y a quand même une équipe qui va ressortir de tout ça en recevant et recevoir chez elle un match de playoff, excusez-moi. Et il y a des scénars quand même complètement fous. Je veux dire, si c'est Dallas qui le fait, c'est incroyable. C'est une résurrection d'Andy Dalton. C'est Mike McCarthy qui prend sa revanche. C'est une équipe vraiment blessée par la perte de son leader et qui va chercher un truc incroyable en relevant sa défense. Si c'est Washington, c'est le retour d'Alex Smith qui a failli avoir sa jambe amputée et qui emmène cette équipe sur son dos en playoff avec Chase Young, le rookie. Si c'est les Giants, c'est quand même le retour des New York Giants en playoff et c'est l'occasion de voir Daniel Jones en playoff. Et si c'est les Eagles, pourquoi pas nous refaire le coup des underdogs, cette fois-ci derrière Carson Wentz et aller chercher une victoire en playoff. Donc ce sera une division à suivre. On a fait un peu des petits pronos là, on a un peu regardé qui pouvait gagner quel match. Ça va être compliqué, ça va vraisemblablement se gagner à 6 victoires pour 9 défaites concernant les Eagles et un nul et 10 défaites pour les autres. On va s'accrocher, on va regarder, ce sera pas forcément du beau football. Mais comme je disais en intro, NFC East, quelqu'un doit la gagner. Voilà, je crois que tout est dit. Quelqu'un doit la gagner. Il faut que quelqu'un gagne cette division et qu'on passe vite à autre chose après. Par contre, ouais, je crois que c'est important. On va un peu plus se focus sur les Seahawks, NFC West, AFC West. On parlera de ça aussi dans les prochains podcasts parce que là c'était un peu compliqué quand même. Voilà. Posez vos questions, j'y répondrai dans le prochain podcast et on garde un œil sur cette NFC East parce que on n'est pas au bout de nos surprises, je pense.